Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en présence aujourd'hui de notre cher ami Sylvain Charbonneau. Bonjour Sylvain. Bonjour Dominique. Alors Sylvain, notre petite rencontre, parce que les auditeurs ils vont se poser la question comment on peut se rencontrer tous les deux, Paris, Avignon. Alors on sait, c'est chelou et on ne s'est pas rencontrés sur Avignon, bizarrement. Incroyable. On s'est rencontrés chez Anémone. Exactement. Donc en fait nous avons fait connaissance chez Anémone pour la première des nos mouchoirs et j'ai été marquée par ta présence et puis on a passé une soirée tellement agréable, on a beaucoup échangé. On a bien ri. On a bien ri. Et l'objectif, c'était un petit peu que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais, parce que je trouve que tu as une carrière assez intéressante, même très intéressante. Un profil atypique. Voilà, atypique, qui passe par plein de stades. Donc déjà, écoute, tu vas te présenter un petit peu, tu vas nous dire un petit peu qui est Sylvain Charbonneau, alors en finalité. Alors, merde, je rigole. Alors, Sylvain Charbonneau, je suis comédien. J'ai commencé enfant. J'étais pas un petit enfant de la balle, mais c'est vrai que on m'a présenté à un concours de l'Opéra de Paris. Ah, carrément. Ouais, et je suis devenu petit rat. Voilà. Ah oui. Oui. Tu es passé par la danse, donc. Je suis passé par la danse et j'avais 7 ans et demi. On était en 81 ou 82-3, je ne sais plus, 82-3. Et puis voilà, et je me retrouvais dans la classe de Nicolas Le Riche, sous la direction de Rudolf Nureyev. Ah, et ça, oui, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite mis dans le rapport avec la scène et avec le théâtre et avec le reste. Ensuite, je suis passé... Tu es resté combien de temps, là, donc Je suis resté 2 ans et demi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait les concours d'entrée, puis les stages. C'est vrai qu'on était 1500 et ils en prenaient 15. J'étais dans les 15. C'est dur à danser. Et que j'avais fait que 6 mois de danse. Mais depuis que j'étais petit, ma maman me voyait dans tous les sens sauter sur les tables, faire plein de choses comme ça. Donc, elle étant une artiste frustrée qui n'avait pas pu faire d'art, parce qu'elle avait un papa qui était un grand musicien, pianiste, et qui lui laissait jamais toucher au piano. Dès qu'elle a vu le premier, puisque je suis le premier, qui était un petit peu attiré vers les arts, hop là, j'y étais. Donc voilà, et il se trouve que j'étais pris à l'opéra. J'ai fait la 6e et 5e division. Ensuite, je n'étais plus à l'opéra. Et par contre, ils m'ont proposé pour partir avec Peter Brook, pour faire le Mahabharata. Le Mahabharata, mais c'était à Avignon, vous êtes passé à Avignon, Mahabharata. Mis à part que non, puisque je ne l'ai pas fait. Donc je devais remplacer Ken Higelin, le fils de Jacques, qui venait de muer. Tout à fait. Et effectivement, ils avaient appelé l'opéra parce qu'il leur fallait un petit enfant qui ait un rapport avec... C'est quelle année ça, Mahabharata? 87, on est en 80... Non, on est en 84-85. À part que là, c'était pas Avignon, il fallait partir en tournée au Japon et tout ça. Ah oui, d'accord. Donc... Okay. Ils avaient déjà fait Avignon ou pas, non? Ça, j'en sais rien. Pas. Ouais. J'en sais rien. Fait bon. Donc voilà, et mes parents n'ont pas voulu que j'y aille. Parce qu'il allait me falloir... Ouais, et puis je commençais à avoir des soucis scolaires. Parce que c'est vrai, quand on est à l'école de danse de l'Opéra de Paris, on se retrouve qu'une demi-journée par jour à l'école et une demi pour la danse. Donc, au fur et à mesure, ça s'empirait côté scolaire. Et puis, côté comportement aussi, je crois que c'est un peu compliqué. Oui, on faisait toutes les télés pour Jacques Chancel, Jacques Martin. Enfin, dès qu'il y avait des gens de l'opéra à présenter, ils prenaient les 4 plus petits dont je faisais partie, avec Claire Borotra et Nicolas Le Riche, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, les 4 plus grands... la fille qui tournait dans la boum, là, qui faisait la sœur de Pénélope, qui était Alexandra Gonin, qui allait pas tarder à rentrer au corps de ballet. Donc voilà. Ensuite, je suis passé un petit peu chez Fratellini, je suis passé par le mime, ce qu'on avait comme intervenant, nous, Marceau, etc., quand on était là-bas. Conservatoire de musique. C'est rigolo parce que j'ai une grande passion pour le mime Marceau. J'adore. Et puis lui, c'était notre professeur. C'est-à-dire que le matin, on avait la danse et puis on avait aussi toutes les choses qui allaient avec les arts de la scène. Donc on avait le mime, un peu de cirque, un peu de danse russe, un petit peu de tout. Ça. Absolument. Ensuite, je suis passé par le conservatoire de musique. Là, j'avais que 12-13 ans. Solfège, piano, petit chanteur, du Val-de-Saône. Ça, c'était entre mes 8 et 10, donc j'ai vraiment commencé gamin. Après, ça a été beaucoup plus compliqué. Le théâtre voilà. Lui-même. Ça s'est empiré avec l'école. Ça allait de moins en moins bien jusqu'au moment où j'ai redoublé en 3e. Et là, mes parents m'ont mis dans un lycée artistique et à partir de là, explosion totale. Donc, je suis passé en premier de classe, je me suis retrouvé avec des 18 sur 20 à l'école et j'ai eu mon bac avec une mention en plus. Bravo. Tiens. Quoi, tu vois. Et c'était en art plastique, mais c'est vrai que nos professeurs c'était que des philosophes, c'était que des journalistes, c'était des gens comme ça. Donc j'avais 5 heures d'histoire de l'art par semaine, j'avais 14 heures de peinture, de dessin, d'architecture. Donc effectivement, ça m'a permis, voilà. Ensuite, je suis parti en voyage avec Sœur Emmanuel, j'ai fait beaucoup de choses avec le Caire, de l'humanitaire à la base, puis je devais tourner avec Youssef Chahine après, qui est mort entre-temps. Et puis
revenons à nos moutons. Et ensuite, là, pendant 5-6 ans, j'avais un petit problème avec la scène. Vu que je l'avais arrêté vers 12-13 ans, j'avais un déni total et je voulais plus la faire. Donc on n'arrêtait pas de me pousser, à me pousser. Et pendant ce temps-là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait une centaine d'expositions à Paris. Que j'ai organisé les choses avec les charbonniers, avec les gens qui font des trucs, avec les anciens de la Mano Negra, avec un petit peu tous ces gens-là. Et là, on était plus vraiment sur de l'acting painting en live, sur des expos où je me suis retrouvé avec 20 toiles à moi de 2 mètres sur 3 mètres à Bercy, dans la petite salle, dans la grande salle, sur les toiles communes, etc. Et à 25 ans, je décide de revenir sur scène. Entre-temps, j'avais fait de la musique, j'avais enregistré une de maquettes de musique. J'ai commencé tôt. Donc ça m'a permis, comme maintenant j'en ai 40, ça m'a permis d'avoir un éventail, de pouvoir aller tester un petit peu tout. Et donc là, j'étais plutôt chanteur, j'ai fait 2-3 solos pour rigoler, un petit peu en percu avec Manu Chao sur la scène, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût, ça m'a donné envie d'aller faire des choses. Avec plein de gens, c'était les débuts de Zebda, c'était les anciens de l'hôpital éphémère, bref. Et puis j'ai créé moi-même, je me suis mis avec un groupe d'un Chilien, on s'appelait Cubatao, une espèce de mélange fusion. Et là, j'ai voulu m'inscrire au Conservatoire d'art dramatique. D'accord. Et j'avais dépassé d'1 an la date, parce que le goût de la scène revenait très très fort. Et j'avais 25 ans, c'est 24 la date limite, je crois. Et en plus, j'aurais pu avoir une dérogation, mais je ne l'ai pas demandé. Et pourquoi ? Parce que tu sentais pas Parce que j'avais du mal. Je pense que j'aurais pas pu suivre un cursus. Oui, un cursus où il fallait être là tous les jours. J'avais besoin de ma liberté, j'étais dans l'indépendance. Il était question à un moment que je fasse les arts appliqués et les beaux-arts, et finalement, je suis parti tout de suite habiter en Égypte, à moitié en France, donc finalement, ça allait être un peu compliqué à ce moment-là. Et donc, j'ai enchaîné sur 3-4 écoles de théâtre, directement, sur Paris. J'ai fait les cours Simon, chez Rosine Marga. Ensuite, j'ai fait en parallèle FACT, qui était Formation of Actoring, Cinéma and Theatre. C'était Sarah German, qui était une ancienne assistante de Lee Strasberg, qui montait ça à Paris. Je crois que c'était au Bateau Lavoir, je me souviens plus où c'était. Je faisais en parallèle le Studio Pygmalion, ça c'était pour l'image. D'accord. C'est là que passent un petit peu tous les acteurs. C'est quelque chose qui a été monté par Pascal Luneau. Je sais pas, tous les acteurs français que tu peux connaître venaient un peu en coaching avec Pascal ou faire des trainings. Par exemple, Juliette Binoche, Magimel, etc. Venaient travailler avec Pascal Luneau pour améliorer leur image et pour améliorer leur prestation. Et en parallèle, il y avait les ateliers du matin auxquels les comédiens qui travaillaient déjà pouvaient venir explorer un petit peu plus profondément le travail de l'acteur. La première présentation sur scène en tant que comédien Alors, je l'ai faite en parallèle, parce que là, comme j'avais 25-26 ans, j'allais pas attendre d'avoir fini les cours pour pouvoir enchaîner sur d'autres choses, puis j'avais fait d'autres écoles avant. Donc j'ai enchaîné sur un Goldoni. En parallèle de ma 2e année, en le cachant à la directrice des cours Simon, et les professeurs le cachaient, parce qu'elle voulait pas qu'on sorte tant qu'on n'était pas formé, qu'on n'était pas censé avoir fini nos 3 années. Qui avait fait un très gros carton, et c'est à ce moment-là d'ailleurs où je partais sur Avignon. Et donc c'était Baroufa Chioggia de Goldoni, et moi je faisais Toffolo la marmotte, le 3e garçon qui se marie, qui va absolument se marier avec une des filles. Une des 3 sœurs, ou 2 sœurs, 3 sœurs, non, je crois qu'elles sont 3. Non, elles sont 3, puisqu'elles se marient avec les 3 garçons. Et puis voilà. Et là, effectivement, il était question qu'on parte à Avignon. D'accord. Donc, mais ça a été très compliqué, parce que c'est vrai qu'Avignon, c'est quand même un grand... C'est compliqué, avec toutes ces pièces. C'est comme un immense supermarché du théâtre, quoi. Ouais. Et je trouve que maintenant, c'est assez... Bon, là, on était dans des conditions qui n'étaient pas trop mauvaises, mais c'est vrai que je trouve ça assez terrible de devoir, dès le matin, aller faire des parades pour attirer du monde le soir, d'être pas... Se vendre dans la rue, c'est puis d'être payé pas... Enfin, je veux dire, il y a que chez les acteurs ou dans des milieux artistiques qu'on voit ça, où les gens vont travailler sans être sûrs d'être payés, où ça risque d'être à la recette en fonction du nombre de gens qui viennent voir la pièce. À partir du moment où il y a... je sais pas, 500 pièces je sais pas combien. Non, il y a 1500 plutôt. Voilà, il y a 1500 pièces. Plus le IN, plus ce que les autres festivals qu'il y a autour, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Après, il y avait 1 ou 2 personnes qui étaient vraiment des gens de théâtre, qui avaient tourné depuis très longtemps et qui avaient tourné sur des très grosses pièces, donc je pense qu'on aurait rempli.
Mais quand même, donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, et après j'ai un petit peu Tu es venu en tant que visiteur, j'ai un petit peu boycotté Avignon, quoi. Après, j'ai joué 5 pièces par an, pendant 6-7 ans. D'accord. J'ai fait Britannicus, j'ai fait le Cid. Alors ça, j'ai adoré. Un des rôles que j'ai préféré faire, c'est Roderick, quoi, dans le Cid. Parce que c'est un héros. Parce que tout le monde l'adore, que même quand on joue devant une salle d'enfants, les enfants sont fous de toi parce qu'on est le Cid, quoi. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, c'était énorme. Et puis voilà, donc j'ai fait beaucoup de pièces tout en continuant en parallèle à commencer à faire des tournages, à trouver mes agents artistiques. Il y a la télé, il y a donc j'ai commencé mes premiers courts-métrages avec François Martouret, qui est un acteur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a appris beaucoup de choses. Je le regardais travailler. J'ai fait 2 courts-métrages avec lui où j'étais premier rôle et lui était mon partenaire. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est, François Martouret. Plus ou moins. C'est celui qui est parti pendant 20 ans avec Peter Brook sur Les Bouffes du Nord, qui était un peu l'acteur fétiche. D'accord. C'est lui qui fait le patriarche dans Sitcom de François Ozon. Il faisait le mari de Julie Lescaut, on le voit souvent en télé, etc. Mais c'est vrai qu'il travaille tellement en théâtre qu'on le voit un peu moins à l'image. Mais dès qu'on montre la tête, tout le monde voit absolument qui est François Martouret. Il a une voix extraordinaire qui est souvent utilisée. Une présence aussi. C'est quelqu'un d'énorme. Il est toujours... voilà. Donc j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis en parallèle à l'image, j'ai eu la chance avec le studio Pygmalion et Régis Mardon, qui était un des coachs avec Pascal Bruno, m'a emmené au festival du film de Sarlat. Où là, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Lautner, Alain Gessua, etc. Car on tournait des mini-séquences. Donc, il embarquait 10 comédiens, dont je faisais partie, pour tourner des mini-séquences avec tous les lycéens qui avaient été sélectionnés sur l'année en bac littéraire, en bac cinéma. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant, les bacs, bac artistique, option cinéma, je crois. Et ils tournaient des mini-séquences de 3-4 minutes avec ces grands réalisateurs, mais ça pouvait passer... Là, je vous ai parlé de personnes qui étaient un peu de l'ancienne école, on va dire, même s'ils étaient très précurseurs dans ce qu'ils ont tourné. Donc, Gessua, un précurseur incroyable. Et Lautner, mais il y avait aussi Bob Swaim. Enfin, il y avait des gens qui pouvaient être très contemporains... Que je me souvienne un petit peu qu'il y avait... il y avait Besset, ça c'est... je me souviens plus du nom des réalisateurs. Tous les ans, il y en avait 10. Lautner était là chaque année. Je me souviens plus trop. Et en parallèle, il y avait aussi la compétition avec les films de Bernard Rapp, avec les films de Philippe Harel, avec les Poignards volants. Là, je sais qu'ils avaient leur avant-première là-bas pour la première projection, etc. Donc là, j'ai appris aussi beaucoup. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens et à rentrer un petit peu dans ce milieu-là, dans le milieu de l'image. Avec le court-métrage de Martouret, on est parti sur Cannes. Il s'appelait Fanny Ardant et toi, le petit film. C'est Anthony Sabet qui l'avait réalisé. Et ensuite, le deuxième avec François, qui est parti aussi à Cannes. C'était toujours un court-métrage et c'était Lost in Cross. D'accord. Voilà. Alors, expérience télé, dis-nous un petit peu. Alors après, effectivement, j'ai trouvé forcément un agent, puis 2, puis un 3e. Enfin, bon, ça, c'est un petit peu autre chose. Et j'ai commencé effectivement à faire un petit peu des dates en télé aussi. Sur des petites choses au début, et puis là ça va de plus en plus. C'est ça. Je me souviens que je faisais, parce que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge, là j'ai un peu pris un coup de vieux. Non, c'est vrai, ça va, il y a 8 ans. Moi je fais encore les 35-40, et j'en ai 40-41, donc il n'y a pas de souci, je suis plutôt 35, 36, 37 à l'image. Mais je me souviens qu'à 33 ans, on m'a fait faire ou à 32, 33, on me faisait faire un ado de 18 ans qui était chef de classe dans KD2A. Ah oui, carrément. C'était assez drôle. Donc voilà, je faisais des petites pastilles pour Arte, sur une émission qui s'appelait Ubik, qui était une émission culturelle, qui présentait des livres, etc. Puis il y avait souvent un comédien qui devait faire plein de personnages, etc. Et dans les séries, je sais que tu as aussi un peu... Oui, alors ça c'est plus récent. Entre-temps, j'ai fait un enfant. Ah d'accord, ça c'est quand même le rôle de la vie. J'ai attendu 33 ans pour le faire, et maintenant... Mûrement réfléchi, parce qu'à 33 ans, c'était quelque chose qui était désiré, avec quelqu'un avec qui j'étais depuis 8-9 ans, on a une italienne de Toscane, donc j'ai un petit à demi toscan, à demi parisien, quoi. Et là, j'ai arrêté de faire du théâtre. J'ai lâché 3 scènes. Pendant combien de temps ? J'ai pas vraiment repris. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu profiter de lui et je voulais pas être parti tous les soirs. L'enfant était à la crèche, j'ai attendu 34 ans pour le faire. Et donc, donc tu voulais en profiter, de ta vie de famille et de ton enfant. Et puis surtout, j'allais en profiter pour aller plus sur l'image. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 8 ans, quoi. Mais à cette époque-là, on était encore très catalogué
les théâtreux avec les théâtreux, Ouais. l'image avec l'image. Et comme j'avais beaucoup d'opportunités dans l'image, j'ai lâché ça et j'ai commencé à faire beaucoup Bien de sûr. voix, en travaillant sur ma voix, Ouais. ce qui me permettait aussi de faire mon statut d'intermittent pour pouvoir ramener à manger à la maison. n'est-ce Ben pas oui, parce qu'il y a ça aussi. Donc le je suis, problème. je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière, et en théâtre, ça a été des mises en scène que D'accord. j'ai fait pour Oui, jeune parce que public, tu- de pièces d'accord. que j'avais écrites. Première écriture, quand? Quand c'est que tu as commencé à écrire ta première pièce Bah, moi, j'ai commencé à écrire à 15-16 ans. Déjà, Ouais. quand à 17 ans, j'allais en Égypte. J'écrivais un petit peu tous mes mémoires, Ouais. etc., de toutes les Ça choses doit que être je vivais avec enrichissant, Sœur ouais. Emmanuel, Tout à avec fait, les ça, rencontres avec Youssef Chahine, qui était quand même un réalisateur que je respectais. J'étais tombé complètement amoureux sur El Yousra, un film qui s'appelait L'Émigré, avec Michel Piccoli. Enfin, bon, voilà. Et donc... Et la première fois qu'une de tes écritures a été mise en scène, ça remonte Alors, à... Ah ouais. eh bien là, c'est quand j'ai eu un enfant. D'accord. Parce que j'ai commencé à écrire 2-3 pièces pour jeunes publics, Pour jeunes publics, qui ont été hein. achetées par des mairies tout de D'accord, suite. oui, c'est Et ça. on crée un spectacle avec les 100 enfants. C'est-à-dire D'accord. qu'en activité pendant le mois, Ouais. eux, ils organisaient, ils faisaient le décor, ils faisaient les costumes, ils faisaient l'histoire, c'est-à-dire Ah, qu'on ouais, faisait des d'accord. espèces d'ateliers de paroles sur des thématiques Ouais. de continents. La pièce s'appelait Les 5 continents. Et c'est eux qui, dans les petites phrases assez rigolotes, par exemple, quand on parlait de l'Asie, il y avait un petit enfant qui nous disait « Ah oui, mon papa !» On parlait de Bouddha. Et le gamin de 4 ans qui nous sortait « Ah oui, moi, papa, le Bouddha noir, il adore !» Et on prenait un peu des phrases comme ça qui faisaient un peu nos phrases rigolotes pendant notre spectacle. Et après, on a joué avec les 100 enfants sur scène, où moi, je d'accord. jouais. Ma femme Julia Bonani il faisait la mise en scène, et Johan Frégé qui a gagné The Voice, Ouais. le The Voice 2 Ouais, là, ouais. avec qui était qui bégaye un peu et qui Ouais, fait ouais. beaucoup de négro spirituel, qui était chez Garou, était la partie musique. Ah, c'est rigolo. Donc lui il ça. faisait toutes les parties musique, c'était un peu le yin et le yang, lui il était le noir, moi j'étais le blanc, j'étais l'acteur qui traversait tous les pays et les continents, Ouais. et qui rencontrait une peuplade de 25 enfants qui étaient Ouais, ouais, maoris ou qui étaient africains, et il y avait des musiques qui allaient avec chaque continent, chaque qui étaient continent. gérées par Johan. D'accord. Donc c'est vrai qu'on avait fait 2-3 solos sur un chant arabe dans le désert assez magnifique, sur l'Akbar, des choses comme ça. Et à partir de là, effectivement, j'y ai pris goût, j'en ai réécrit une ou deux autres qui ont tourné au moins 200 fois dans un peu toutes les mairies Ah ouais, non, aux mais alentours oui. de Paris sur 2-3 ans. Donc là. c'est pas rien non plus. Non, hein, non, non, voilà. non, non, c'était un sacré travail. Des fois je jouais, des fois je mettais des filles que j'avais prises sur mon équipe. Et puis voilà, et là je viens de la jouer 5 fois ce mois-ci. Enfin, il y a eu 5 représentations Ah d'un oui, donc spectacle elles parce continuent qu'une à mairie. tourner, ouais. Oui, c'était quelque chose qui était là il y a longtemps, donc depuis 2-3 ans, donc il y a toujours un dossier, quelque chose. Donc Bien sûr. voilà. Voilà. Et en parallèle, après, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'image. Donc j'ai Voilà. commencé à sortir sur les festivals, j'ai commencé à tourner. Puis il y a quelque chose d'un peu important qui s'est passé il y a 3 ans, j'ai perdu ma maman. Ah. Qui était cette personne, qui était poussait cette un espèce petit de peu. mère Teresa Ouais. des quartiers parisiens, qui depuis que moi j'étais enfant emmenait tous les enfants de la DAS en colonie de vacances Ah, ouais, ou en camp pour découvrir Parisienne, les ta choses. maman Non, elle venait du Nord, c'est une D'accord. ch'ti. C'est ici qui Elle est était. née à Roubaix. Ah ouais, d'accord. Et mais bon, après elle a toujours vécu Ouais. Paris, et mon papa est né à Paris, et donc moi j'ai toujours été parisien. Et elle avait cet Et amour donc- du spectacle en plus, ta mère. Et après, elle s'est trouvée à être musicothérapeute, à Ouais. faire des arts, mais ça après 40 ans. Et Ouais. c'est vrai que en suivant un peu aussi ma voie, et puis le dernier des 4 frères et sœurs est aussi dans ce milieu-là, etc. D'accord. Donc effectivement, ma maman, elle est partie habiter en Égypte, elle s'est mariée là-bas, etc. Puis elle a pris goût à la musique, à la peinture, à un peu tous les arts. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'au début, c'est elle qui avait dealé les 2-3 spectacles que je faisais avec tous ces D'accord. enfants, par son intermédiaire, vu Bien qu'elle sûr, travaillait avec mais bien énormément de sûr. mairies, etc. Donc voilà. Et à partir du moment où elle est partie, effectivement, ça m'a donné une niaque énorme, parce que c'était quelqu'un qui était débordant d'énergie, qui a aidé des Et gens t'as dit, il sur faut la pas que terre j'en reste entière. là, il faut que je bouge les Pour choses. elle, quoi, elle partait tellement tôt, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont le plus tôt, que j'ai... Et là, effectivement, tous les castings que je passais, je les ai tous décrochés. Ah bah, c'est J'en trop ai top, passé ça. 8-10 d'affilée pour Fais pas ci, fais pas ça, pour Soda. Ah, Fais pas ci, pas ça, J'ai Soda. rencontré Ouais. Yves Régnier, qui a Oui. été une jolie rencontre, qui tournait Alors il est un sympa ce film. Yves, ouais, forcément. Moi, j'adore Yves. Ouais, forcément. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Et t'as tourné avec lui donc à plusieurs reprises. J'ai tourné là, c'était sur le Guy Georges, D'accord. qui faisait en parallèle de l'affaire SK1, qui était en ciné, qui était réalisé par Fred Tellier. Moi, je le faisais pour la télé. Lui, D'accord. c'était pour France 2, France 3, D'accord. pour France Télé, quoi. Et ça s'appelait Flics, tout simplement, D'accord. avec Mathilde Seigné qui faisait... Ah mince, j'ai oublié. Montel, je crois, c'était le nom de la personne qui a permis que l'ADN passe en France. D'accord. C'était celle qui était responsable de la D'accord. crime, quoi. Et
Et c'était Toretton, D'accord, qui oui. était l'acteur qui se suicide à la fin, qui était le flic qui se suicide. Et moi, je faisais le flic qui arrêtait Guy Georges. D'accord. D'ailleurs, je crois que c'est Martine Montel, si j'ai bonne mémoire, qu'elle s'appelait. Et donc, qui était interprétée par Mathilde Seigné. Et Mathilde, on s'était déjà rencontrés sur un film de Harel et sur un autre tournage, je crois. Et Donc, puis, une belle rencontre. oui, et puis moi, je me suis enrichissant. super bien entendu avec Yves. Et puis elles étaient sympas, ces scènes d'arrestation avec ce Guy Georges qu'on essayait d'arrêter depuis 6 mois et qu'on pouvait pas arrêter. Et puis j'étais content et fier aussi d'être celui qui l'arrête. Et voilà. Et Yves, effectivement, Encore j'ai un rôle retourné de avec lui. un peu le héros. Oui, Ouais, c'est le vrai, qu'on aime c'est bien, pas quoi, en faux. finalité, C'est pas faux, hein. qu'arrivé que Un sur la site fin moderne, du téléfilm. Bon, alors après, résultat, j'ai enchaîné quand même 10 flics pendant un an. J'ai fait que des, que des flics. Alors sur quoi? Donc, Sur quelle prestation un petit peu sur, Eh bien, dans Soda, je faisais un flic pompier. Bon, j'ai fait une courte apparition dans un rôle sur les mystères de l'amour. Où là, j'étais Mota, le flic aussi, qui se prend une balle mais qui finalement meurt pas. Et puis quelques autres. Tu avais la dont je casquette t'avouerai, de c'était il poulet, y a quoi, trois- en fait, hein, entre guillemets. Oui, bah j'ai la voix un peu comme ça. Et puis dès que je venais avec mon cuir, avec les poils autour de la bouche, là, tout ça, il y avait à côté. donc voilà, et je faisais, en parallèle, je faisais toutes les voix où je faisais les Spartacus, la série Spartacus. Quand même des voix avec les gars comme ça, un petit peu avec des C'est grosses vrai qu'à te voir, voix, on te. etc. Ouais, on dirait pas que Non, on tu te vois dirait comme pas, ça, parce que c'est vrai que ça commençait par des trucs de jeunes premiers, puis après ça a basculé dans autre chose. Donc là, c'est à nouveau différent. On est revenu sur des choses un petit peu plus neutres. Donc Yves, j'ai retourné avec lui l'année dernière. Ouais. Cette fois-ci, c'est plus Guy Georges, c'est Francis Holmes, le D'accord. sujet. Oh, putain. C'est Monsieur Commissaire Moulin, hein, donc c'est quand même un petit peu sa tasse de thé, on va dire, toutes ces histoires alambiquées ou pas très rigolotes. Donc là, comme j'ai rejoint le tournage un peu au dernier moment, j'avais un plus petit rôle, Ouais. et je faisais le méchant... comment dire, agent immobilier qui voulait récupérer la Là, t'es maison pas, ouais. à Mathilde Seigné, toujours. Là, t'es vraiment le. Là, le j'étais méchant. vraiment Le méchant. Non, mais poulet. c'est parce qu'en fait, le film de Yves est pas sur, enfin, qu'un unitaire encore pour France Télé, n'était pas sur Francis Holmes, mais en fait, il est sur la personne qui a été 20 ans en prison à la place de D'accord, Francis Holmes, d'accord, accusé à tort, d'accord. qui s'appelle Patrick Deals, dont D'accord. on a reparlé Oui, tout à cette fait, année, ouais. puisqu'il y a ces histoires qui sont ressorties. Donc ça, on l'a tourné, et c'est en diffusion sur France TV en janvier, là. D'accord. Que je me rappelle du titre, parce que pour les auditeurs, ça peut être intéressant Oui, s'ils tout à veulent le fait. voir. Et je ne l'ai pas. Il Eh ben, faudra que je te l'envoie par email Oui, ou par tu me le feras téléphone. passer. J'ai complètement oublié le titre. Voilà. Et puis voilà. Et donc on va voir là pour éventuellement si je repars sur une nouvelle aventure avec Yves qui reprépare quelque chose. D'accord. Mais Donc, ça, c'est- on verra. Voilà. Ça, pour l'instant, C'est- c'est stop secret. Voilà, exactement. Alors, au niveau de l'image, je sais que tu as fait d'autres choses, donc je voudrais que tu nous en parles un petit peu, mais je vais te laisser toi l'annoncer. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, tu me poses des questions là, puis résultat, je suis en train de tout oublier. Mais non. Donc, j'ai tourné sur Alice Nevers cette année. Ah, Mais c'était un petit rôle d'un commissaire qui retrouvait un mort sur le bord de route. Ouais. Un épisode qui s'appelle Cryogénie. D'accord. Quelqu'un qui était complètement glacé, tout raide au milieu de la mais ça campagne. dure Alice Nevers, n'empêche, comme c'est. Oui, ça, et ce qui est, pour l'anecdote, c'est mon fils, quand elle accouche, qui fait le bébé. Non. Si, si. Après, j'ai toujours refusé que Mathéo tourne. Il a tourné 2 fois. Il a tourné avec Lou Doyon sur un long métrage qui s'appelle Gigola, où elle devient celle qui entraîne tout le mouvement de lesbianisme à Ouais. Paris dans les années 70-80, je crois. Et donc, elle accouche de Mathéo qu'elle laisse à sa mère, puisqu'elle monte sur Paris. Et peu de temps après, Alice Nevers qui accouche de mon bébé, qui pour de vrai, hein, dans l'image, le bébé quand il accouche, il vient pas de naître, en fait il a 6 mois, on n'a pas le droit de faire tourner les enfants avant 6 mois. Et ils étaient 2 bébés parce qu'ils peuvent pas faire toutes les prises. Avec Enfin, le même très- bébé, ouais, ouais, faut c'est faire très attention. réglementé. Donc voilà, donc c'était assez rigolo, et finalement ça m'a remis dans l'image aussi. Bien Tu vois, sûr. comme c'était l'époque où je faisais plutôt des voix, des mises en scène, donc Ouais. ça m'avait remis dans l'image. Et là, ce qui était drôle, c'est que je tournais sur Alice Nevers cette année, avec Éric Leroux. D'accord. En réalisation. Voilà. Et c'est vrai que cette année, j'ai un petit peu moins tourné parce que je me suis. Bon, l'année dernière, j'ai fait un joli unitaire, un docu-fiction sur Arte, ce qui était sur Napoléon. Ouais. Et sur le moment où il est parti vers l'Égypte D'accord. avec toutes les nouvelles inventions. Et là, je faisais un chercheur qui s'appelle Pierre-Jacques Comté, qui est l'inventeur D'accord. du crayon à papier. D'accord. Comté. Voilà, voilà. Alors, pour et- l'image, le projet que tu as fait avec Harcourt,
Ah oui, alors non, alors ça, voilà, c'est-à-dire que je suis allé à Angoulême parce qu'à un moment, je monte en ce moment des tables rondes avec l'AFA, qui est une association qui a été parrainée par 25 Images, qui est le regroupement des réalisateurs, de beaucoup de réalisateurs français de la télévision, et qui ont, depuis une bonne dizaine d'années, je pense, et qui ont poussé les acteurs à faire la même chose. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on ne pouvait plus protéger notre statut, c'était souvent un petit peu les mêmes acteurs qui se retrouvaient en casting, et plus sur des choix de chaîne que sur des choix de réalisateurs ou de production. Donc résultat des courses, ils ont poussé certains acteurs, dont Olivier Citruc, François Charmotan et ces acteurs comme ça, de créer l'AFA, c'est-à-dire de faire la même chose chez les acteurs. D'accord. Et l'AFA, c'est Acteurs et Actrices de France Associés. Donc qui est pas un syndicat, qui est une association. Avec les tables rondes qui s'organisent. Voilà, alors ça, il a fallu le temps que se mette en place pendant 2-3 ans cette association, parce que l'acteur, c'est très vaste, c'est très large. Il y a la scène, il y a l'image, il y a les voix, il y a je veux dire, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on savait. Donc, moi, au début, j'étais un petit peu extérieur, je m'étais juste inscrit, enfin, j'avais adhéré à l'AFA, mais par contre, cette année, je me suis mis dans le CA. Voilà. Et pour commencer à faire des choses, et je me suis entre autres avec 5 autres personnes qui sont Florence Huige, Matteo Capelli, Cécile Camp et Estelle Simon, on s'occupe d'une commission qui est la commission Festival et Images. D'accord. Donc je me trouve à coordonner, ayant fait beaucoup ça dans le passé quand j'étais sur des événementiels, comme je te disais, toutes ces expos qu'on organisait, parce qu'en parallèle que je faisais ces 100 expos, on organisait nous-mêmes les événements. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec Manu Chao et la Mano Negra qui venaient faire des concerts, ou FFF, ou d'autres groupes comme ça. Il y avait peut-être Emilia Ruiz dans ses débuts, je ne me souviens plus trop. Et donc qu'est-ce que je disais ? Par rapport à cette, votre table ronde qui s'occupe essentiellement de tout ça. Oui, voilà, donc je me suis retrouvé à un petit peu les coordonnées, et effectivement, ça veut dire qu'il nous fallait pas mal d'intervenants. C'était on en a fait une donc qu'on devait faire à Angoulême, chez Besnéard. C'est chez Dominique, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a un festival incroyable en France. C'est vraiment un des plus beaux festivals, je trouve, par la qualité des projections, la qualité de l'organisation, parce que maintenant c'est vraiment très bien organisé, les gens qui y sont, c'est vraiment une semaine de fête fin août. Et là, effectivement, il y avait les studios Harcourt, qui, effectivement, c'était Malkovich qui était président du jury cette année, et qui proposait de shooter, en fait, de faire un shooting des acteurs. Et donc, j'en ai profité. Eh bien, j'ai eu la chance effectivement, de passer entre Malkovich et, je sais plus, c'était pas Catherine Deneuve, je sais plus qui c'est qui passait après moi. Mais effectivement, voilà, le petit acteur qui commence à rentrer un petit peu avec... la cour des grands, voilà, je rentrais un petit peu dans la cour des grands, c'est assez joli. Et oui, parce qu'ils ont eu le temps de shooter que 80 personnes, et un petit peu que toutes les stars, tout le monde un peu là-bas de cinéma, parce qu'il a toutes les avant-premières des films français qui sortent dans les 6 mois. D'accord. Donc il avait Le Dupontel qui vient de sortir, Au revoir là-haut, mais il avait Jalouse avec Karine Viard, enfin tous ces films-là qui sont en avant-première. D'accord. Le film de Nawel Madani, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout pour moi, j'ai adoré. J'ai adoré, mais il est extraordinaire. Super, puis d'une légèreté, d'une simplicité. Et c'est un film qui est très positif en plus. Voilà, et donc super festival quoi. Et donc j'ai pu faire une jolie photo Harcourt. Ils nous ont renvoyé après la planche avec les 15-20 photos, puis nous on devait choisir notre photo que j'ai pu aller chercher à l'hôtel là. C'est trop top ça. Il y a un mois ou deux. Voilà, il fallait qu'on choisisse un peu notre photo. C'est vrai c'est Harcourt quand même. Donc quand on va chercher la photo dans cette espèce de petit salon où des Keanu Reeves ou des Catherine Deneuve vont chercher leurs photos, et qu'on t'explique ça, et que tu vas avec un copain qu'on a en commun, qui est de France Télévisions, qui lui-même fera un article là-dessus. Enfin oui, c'était assez bouleversant. Et je pensais beaucoup à ma maman. Justement parce que quelque part c'est pas du tout après rien n'est jamais fini, il faut toujours travailler pour progresser et avancer, mais c'est quand même un pas de plus dans ce monde que j'ai toujours aimé, et que je commence maintenant oui, c'est vrai que je commence à... Alors, donc pour les tables rondes, donc j'allais là-bas parce qu'il était question qu'on en monte une là-bas, vu qu'Olivier Citruc venait de tourner avec Dominique Besnéard, il lui en avait parlé, etc. Après, c'est vrai qu'on s'y est mis 15 jours, 3 semaines avant. On était bien trop en retard, tout était déjà booké, les programmations, etc. Donc c'est tombé un peu à l'eau. Par contre... L'année prochaine, je pense que... Oui, mais c'est surtout que j'ai pu caler les castings et les agents et les réalisateurs que je voulais pour la table ronde
dont nous avions besoin pour La Rochelle, qui était 15 jours plus tard. C'est le D'accord. festival de la fiction TV de La Rochelle. D'accord. Donc ça m'a permis effectivement de rencontrer Léa Coquin en casting pour qu'elle puisse faire notre table ronde, de voir Delphine Sagnier, qui est un agent de talent de boxe, qui est la sœur de Ludivine, D'accord. pour qu'elle fasse partie de notre table ronde en tant qu'agent. Et voilà. Et donc après, on a monté ces tables rondes. Sur La Rochelle, c'était la place de l'acteur dans la fiction TV, vue par ceux qui la font. Donc, on avait un réalisateur qui était Thierry Binisti. On avait Sophie Réville d'Escazal Film en productrice qui a eu un prix sur ce festival pour les petits meurtres à Sarlat. D'accord. Il y avait Pierre Chausson en scénariste, puisqu'il fait partie du processus de la création, d'un tournage en tout cas, qui se trouve être le sélectionneur aussi des films de La Rochelle, donc ça tombait assez bien. On avait donc, comme je vous disais, Delphine Sagnier en agent, Léa Coquin en casting. On avait pris Sophie Deschamps, qu'on aime beaucoup, qui était directrice à la SACD pendant de nombreuses années, qui fait une médiatrice hors pair. Merci Sophie d'ailleurs. Et on a fait à peu près le tour. Et on avait François Vicentelli en acteur. D'accord. Voilà. Et on en a refait une il y a un petit mois au festival Paris-Cours-de-Vent, qui est présidé par Julie Gaillet. D'accord. Qui se passe maintenant à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et là, c'était donc un festival sur le court-métrage. Et donc là, c'était la place de l'acteur dans le court-métrage et comment le court-métrage est un passage obligatoire avant de passer au long-métrage. Ce qui est le cas pour les réalisateurs, pour les acteurs, pour un petit peu même les castings, les agents. On est tous un petit peu obligés de... Alors, les projets les projets Alors, les projets. Dans les semaines et dans l'année qui arrive. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Dont tu peux parler. Bon, alors, j'ai écrit une ou deux nouvelles cette année. Il y en a une qui a été avec un groupe, avec Blandine entre autres, Métayer, etc. Qui a dit coucou, bonjour Blandine. Salut Blandine. Où on a créé des chantiers avec actes-auteurs, qui sont des acteurs qui écrivent. Et donc là, on est plusieurs et on a donc écrit une pièce qui était un premier chantier qui s'appelait Les Anonymes de guerre. Les Anonymes de la guerre. Donc où on passait de 39-45 à la guerre d'Algérie et à la Syrie. D'accord. Donc c'est voilà, qui a eu une représentation au feu de la rampe, puis après ça a été en lecture sur Avignon cette année, avec les EAT mis en place par la SACD. Absolument. Mais moi je n'y étais pas cette année à Avignon. Et voilà. Donc et moi j'ai été sur la partie de l'Algérie. D'accord. Et il se trouve qu'à ce moment-là, une grande amie de notre ami commun de France Télévisions, qui travaille à l'UNESCO et qui nous a fait nous rencontrer avec cette amie, avait une histoire incroyable sur la guerre d'Algérie. Puisque son frère, et pourtant je la connais depuis 20 ans, c'est vraiment une grande amie, une quinzaine d'années, son frère, il est un peu le déclencheur de la guerre d'Algérie quand même. Donc j'avais vraiment de la matière. Donc j'étais comme toi avec mon petit micro pour enregistrer son interview. Puis après j'ai écrit toute une nouvelle là-dessus. Que là je vais essayer d'éditer et que j'ai retravaillé. Que tu as présenté ou pas encore, non? Elle a été sur scène, sur des morceaux qu'on a gardés. En édition. Mais je vais l'éditer juste sur l'histoire que j'ai grossie, que j'ai réécrite, avec vraiment tous les détails de son histoire. D'accord. Que parfois j'ai un petit peu adapté parce qu'on n'avait pas toutes les informations, mais des histoires assez incroyables. Parce que c'est à partir de cette date, de ce garde champêtre qui meurt à 30 km d'Alger, qui est parti cette guerre. D'accord. Et effectivement, son frère était un petit peu dans cette histoire de ce garde champêtre tué. D'accord. Autre projet, alors l'écriture? Alors, là, il y a eu les pièces pour enfants. Alors, je suis en écriture de scénario. Parce que ça y est, là, je veux réaliser maintenant. J'ai fait quelques réalisations, mais toujours avec du monde. On était en co-réalisation, plutôt sur des pilotes. Sur du collectif, des choses comme ça. Donc là, ça sera toujours une co-réalisation, mais à deux. Et on écrit en ce moment, et je suis en train de voir avec les productions pour tourner l'année prochaine. Donc je croise les doigts pour ça. Écoute, on croise les doigts pour toi surtout. Je le croise très fort. Je viens de... Et puis, voilà, là, je sors de 2 castings. Donc je dirais pas trop les questions prochaines. On croise les doigts aussi. Je croise les doigts. Il y en a un, c'est pour une série télé très originale que j'ai beaucoup aimé. Tu nous tiendras au courant quand même. Oui, je vous dirai s'il y a des suites. Et puis pour un long métrage. Donc ça, on va attendre de voir un petit peu les résultats de ça. Et alors c'était assez drôle, cette semaine j'ai fait jeudi dernier ou vendredi dernier, il y a le lancement d'une chaîne très intéressante que je vous conseille de suivre qui s'appelle TV Muséum, qui est une chaîne artistique sur tout ce qu'il y a dans les coulisses
des expositions, dans les coulisses des pièces de théâtre, dans les coulisses des tournages. Et c'est une chaîne de Canal+, je crois, du groupe Canal. Et voilà, qui est sur les arts visuels. Et qui sort quand? Qui est déjà oui, alors le Canal, je suis pas trop sûr. Il se peut que ce soit le Canal 29. Ouais. Donc ça s'appelle TV Muséum. Et je faisais un espèce de JR, le photographe. Donc je t'enverrai une photo tout à l'heure. Les photos. Donc j'étais avec mon chapeau, mes lunettes que je gardais tout le temps. Et je m'amusais à faire un petit peu... donc je plaisantais, je rigolais un petit peu avec tous les invités, tous les gens. Voilà. Et je prenais tout le monde en photo. Et après j'allais les mettre sur un grand M qui était accroché au mur. M évidemment, Muséum. Donc c'est un peu le logo de la chaîne. Et voilà, donc ça, je me suis bien amusé à faire ça. Parce que ça me rappelle un peu tous les événementiels que j'organisais, etc. Où on est un peu des personnages comédiens qui rentrent là-dedans. Et voilà, donc d'ailleurs, on ne devait pas être trop mauvais, puisque pas mal de clients et d'invités me disaient « Ah, mais vous ressemblez beaucoup à JR, le photographe. » Donc on s'était dit avec la costumière et avec la chaîne, bon, ça va, on s'est bien débrouillé. Voilà, après il y a plein de choses un peu tout le temps, quoi. Je vais tourner une pub la semaine prochaine. Alors on peut suivre ton actualité où alors? Sur Facebook, ah oui, si, il y a un petit court-métrage que j'aime beaucoup. Je suis tout seul à l'image. Je suis un peu des 75 plans. C'est un petit film de 16 minutes. Voilà, je l'ai vu l'autre jour, c'est pour ça que... Le fusil. Alors, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qu'une amie comédienne qui s'appelle Barbara Gros m'a fait rencontrer. Et cette réalisatrice s'appelle Jeanne Truong. C'est quelqu'un qui a déjà écrit plusieurs livres chez Albin Michel, etc. Et là, c'était sa première réalisation. Et on a vu le résultat il n'y a pas longtemps, c'était un petit peu dangereux. C'était un petit peu dangereux parce qu'effectivement, je suis un peu tout seul à l'image, bloqué dans mon appartement, je veux me suicider. Et puis finalement, je me suicide pas. Et on part sur quelque chose un peu dramatique enfin voilà, il faut un moment que j'ai la larme, etc. Et moi, je suis sur un travail de simplicité, de moins le montrer possible pour aller tout dans l'intérieur et le travail dans le fond de soi pour vraiment essayer de sortir voilà. Et là, c'était un peu un grand défi d'arriver à être juste sincère sans être jamais mélo, tout en devant sortir la larme sur une espèce de blatte qui passe au plafond. C'était un peu compliqué. Et finalement, le résultat... J'ai vu le teaser d'ailleurs, qui est très sympa. C'est puissant, le personnage est mal, mais il n'est pas... Enfin voilà, il n'est pas à côté de la plaque. Et donc on est assez ravis de ce défi. Donc ton actu, on peut la suivre sur ta page Facebook, tout simplement. Oui, ou sur mon site aussi, www.sylvaincharbonneau.com pour le petit plan promo. Il y aura le petit film de Régnier, l'unitaire. Comment il s'appelle déjà? En janvier, tu nous as dit. Je voulais juste rentrer chez moi. Ah, voilà. Qui est l'histoire de Patrick Dils qui voulait rentrer chez lui, en fait. Et ça, c'est en janvier. Et c'est France 2, je pense. D'accord. Ouais, je pense que ça sera France 2. Et puis tu nous tiendras au courant. La réalisation, de ça. Et puis, il y a une pièce de théâtre qui se profile. Enfin, je reviens au théâtre. Parce que là, j'ai envie de rejouer, là. Ouais, ça va. Ouais, j'ai envie. Tu nous tiendras au courant. On mettra à la première. Oui, bien sûr, j'espère. Écoute, Sylvain, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À très bientôt. Et puis, bonne continuation. Puis on croise les doigts pour les projets. Je prends. À très vite. À bientôt, Dominique. Merci à toi. Au revoir.